Salam alaikum. La séance d'aujourd'hui concerne donc l'électricité, donc c'est le sous-domaine numéro 2 de la physique. L'électricité contient 4 chapitres qu'on va diviser en deux parties. La première partie concerne deux chapitres, le circuit RL et le circuit RC, et la deuxième partie concerne le circuit RLC et la transmission d'informations et modulation. Alors ce cours-là, donc il est destiné aux filières suivantes, les filières scientifiques notamment, de SVT, les PC et les sciences maths. Alors on commence par la première partie, donc les deux chapitres, qui contient deux chapitres, le circuit via le dipôle RC et le dipôle RL. Donc, on commence par le résumé de cours et le premier chapitre. Donc tout d'abord on va définir c'est quoi un condensateur. Donc un condensateur est un dipôle constitué de deux armatures. Entre les deux existe un isolant, ce qu'on appelle le diélectrique. La convention récepteur est la suivante. Donc le condensateur, donc lorsque le courant passe de l'armature A vers l'armature B, alors la tension EAB entre les deux armatures est de sens opposé au courant. Donc ici on applique la convention récepteur. Alors lorsque le condensateur est chargé par le générateur suivant, donc dans la représentation est la suivante, c'est un générateur de tension idéale. Le courant qui passe dans le condensateur s'écrit de cette forme-là, donc est égal à la dérivée de la charge de l'armature A, c'est-à-dire l'armature par laquelle entre le courant par rapport au temps. Et en même temps qui est égal à moins la dérivée de QB sur dt avec QA égale à moins QB. Alors le condensateur donc est un dipôle qui permet de stocker de l'énergie et de la restituer, de l'énergie électrique et de la restituer en cas de besoin. Alors là, on passe à la capacité d'un condensateur. Donc la capacité est liée à la tension à C bornes par la relation Q égale à C fois UAB. Avec C, la capacité de condensateur sans unité. Donc on peut aussi déduire l'expression du courant par E égale C du UAB sur dt parce que Q égale à UAB, la dérivée de UAB, c'est donc E égale à C dUAB sur dt. On donne la capacité du condensateur par farad et les multiples de farad ou bien les multiples de farad, c'est 1 millifarad, c'est 10, donc les divisions de farad, c'est 10 moins 3 farad, 1 microfarad, c'est 10 moins 6 farad, 1 nanofarad et 10 moins 9 farad et 1 picofarad, c'est 10 moins 12 farad. Donc on peut utiliser ces différentes unités, donc les conversions de farad vers ce multiple de farad. Alors, quand un courant continu, si on utilise pour charger ou bien le condensateur, le générateur de courant, le courant qui délivre un courant d'intensité constante, alors la relation précédente s'écrit Q égale à I fois delta T. Donc, au lieu d'avoir la dérivée, on a seulement ici la variation. On peut associer les condensateurs, comme on a déjà parlé des associations des résistances. Donc ici aussi, même les condensateurs, on peut faire des associations. On commence par l'association en parallèle. Donc soit de condensateurs C1 de capacité C1 et C2 mis en parallèle. Alors le condensateur équivalent de capacité CE est donné par, donc en utilisant la loi des nœuds, on trouve que CE égale à C1 plus C2. Alors si l'association est en série, alors soit de condensateurs de capacité C1 et C2 en série, alors la capacité de condensateur équivalent, CE, est donnée par la relation suivante, 1 sur CE égale 1 sur C1 plus 1 sur C2, ou bien directement on écrit CE, c'est le produit des deux capacités sur la somme des deux. Alors l'utilité de chaque association, pour l'association en parallèle, donc ça permet d'avoir un condensateur de capacité plus grande que les deux autres, mais pour l'association en série, donc on aura un condensateur équivalent de capacité CE, il est inférieur en comparaison avec chacune des deux autres. Deuxième partie, c'est la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Tout d'abord, on va définir c'est quoi un dipôle RC. Donc, c'est une association en série d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R. Donc, tout d'abord, on va définir c'est quoi un échelon de tension. Donc, un échelon de tension, donc, on peut avoir un échelon de tension ascendant ou bien un échelon de tension descendant. Donc, pour l'échelon de tension ascendant, c'est donc soit la tension U appliquée sur le dipôle RC, donc à T égale à 0, donc CU à T égale à 0 est nul, mais après
donc pour les T positifs devient constant, donc ici on parle d'un échelon de tension ascendant. Si l'inverse, on parle de l'échelon de tension descendant. Donc normalement, pratiquement, ça revient ici à fermer l'interrupteur pour charger le condensateur. Ici, c'est pour débrancher le condensateur du générateur et le brancher avec un conducteur ohmique pour le décharger. Donc on va faire tout d'abord, on commence avant de faire l'étude théorique de dipôle ou bien de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Tout d'abord, on commence par une étude expérimentale, soit le circuit suivant, donc il contient une résistance, bien un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur de capacité C et un générateur de tension, un générateur idéal de tension. Puis une interface informatique pour enregistrer les variations de la tension UC aux bornes du condensateur. Et un interrupteur à double position. Donc commençons par positionner l'interrupteur sur la position 1. Donc ici on va appliquer un échelon de tension ascendant sur le dipôle constitué de l'association de R et de C. Alors, on aura donc comme enregistrement le graphe suivant. Donc, le graphe suivant pendant les deux phases. K sur la position 1, donc on aura la phase de charge. Donc, ça correspond à l'application d'un échelon de tension ascendant. Ou bien, lorsqu'on bascule K vers la position 2, c'est comme on applique un échelon de tension descendant sur le dipôle RC. Alors, à ce moment-là, il y aura des charges du condensateur à travers la résistance R, donc à travers cette partie-là. Alors, pendant chaque phase, on voit ici que chaque phase présente deux régimes, un régime permanent et un régime transitoire. Pendant la phase de charge, on a un régime, la tension UC aux bornes du condensateur, donc démarre de 0, puis atteint une valeur et reste constante dans une valeur. Donc, lorsque la tension UC se stabilise, donc on dit qu'on a atteint le régime permanent dans lequel la tension UC aux bornes du condensateur est égale à E. Et pendant le régime transitoire, UC varie progressivement. Pendant la phase de décharge, ou bien lorsqu'on a appliqué l'échelon de tension descendant, aussi on a deux régimes. Un régime transitoire pendant lequel la tension UC décroît de la valeur E vers 0 et un régime permanent où la tension UC reste égale à 0. On passe maintenant à l'étude théorique, c'est-à-dire théoriquement, on va justifier la loi de ces courbes-là. Alors le circuit, donc on commence par le premier cas, c'est la charge du condensateur ou bien l'application de l'échelon de tension ascendant sur le dipôle RC. Alors le circuit électrique équivalent, c'est celui-là, donc on a le générateur qui applique une tension U qui est égale à ER plus IC sur le dipôle RC. Donc pour le générateur, on applique la convention générateur, donc pour schématiser les tensions. Donc ici pour le générateur, donc puisque la flèche de la tension il est vers le haut, donc le courant aussi aura le même sens, donc il aura le courant et sort vers le haut. Puis il circule dans le circuit et revient par dessous. Pour le conducteur ohmique de résistance R et de capacité C, on utilise la convention récepteur, c'est-à-dire que les tensions, les flèches des tensions ont des sens opposés au courant qui circule dans ces deux dipôles-là. Alors l'équation différentielle vérifiée par la tension UC, donc commençons par l'additivité de tension UR plus UC égale à E. Et on applique la loi d'Ohm pour ER, donc ER égale à RI, avec E égale à C de UC sur dt. À la fin, on aboutit à l'équation différentielle suivante, RC de UC sur dt plus EC égale à E. Alors, on cherche la solution de cette équation-là, donc c'est une équation différentielle de premier ordre, dont la variable est UC, ou bien l'inconnu c'est UC. Donc la solution, ça concerne UC, l'expression de UC, c'est-à-dire la tension au borne du condensateur, qui est la solution de l'équation différentielle. En général, pour les équations différentielles de premier ordre, on aura la solution de cette forme-là. Donc, UC de t égale à A exponentielle moins alpha t plus B, avec A, B et alpha des constantes à déterminer. Alors, on commence par B et alpha, on détermine B alpha en remplaçant la UC de t, l'expression de UC de t et sa dérivée dans l'équation différentielle. Donc, l'expression de DUC sur dt, c'est moins alpha exponentielle moins alpha t. On remplace de l'équation différentielle, on obtient cette équation-là. On factorise par A exponentiellement alpha t. On obtient cette équation qui doit être vérifiée, quel que soit t. Alors pour cela, on tire le système suivant, que B égale à E et alpha égale à 1 sur RC. On détermine A par les conditions initiales. Alors à t égale à 0, le condensateur est initialement déchargé, c'est-à-dire que IC de 0 égale à 0.
Donc ça, d'après l'expérience, et d'après la solution, IC de 0 égale à A plus B. C'est-à-dire que A plus B égale à 0, donc on tire A égale à moins B qui est égal à moins E. Et la solution finale est UC de T égale à E facteur de 1 moins exponentielle avec alpha qu'on a trouvé, donc c'est 1 sur RC, donc ça sera exponentielle moins T sur RC. Alors le produit RC, donc il a d'une importance pour le dipôle RC, donc c'est pourquoi on va chercher donc son unité par une analyse dimensionnelle. On a R égale à UR sur I, donc ce qui donne que la dimension de R c'est la dimension de U sur I, et C égale à Q sur UC, donc la dimension de C c'est la dimension de Q sur la dimension de U, avec Q égale à I delta T, donc on remplace la dimension de Q par I fois T. Alors ces trois équations-là donc, nous donnent que la dimension du produit RC est le temps, c'est-à-dire que RC est une constante de temps et on l'appelle la constante de temps du dipôle RC, on la note tau. Donc on note tau égale à RC, donc ça représente la constante de temps du dipôle RC, donc il a une importance. Donc si on connaît tau, on peut déduire la durée totale de la charge, donc évaluée par 5 taux. Donc c'est la durée du régime transitoire. Alors les courbes temporelles donc pour UC donc, est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Donc si on trace cette courbe-là, donc on aura donc, quelque chose qui est identique à ce qu'on a trouvé expérimentalement. Donc c'est une courbe, c'est une branche exponentielle constituée de deux régimes, un régime transitoire et un régime permanent. Pendant le régime transitoire, la tension UC augmente progressivement, puis elle atteint la valeur de E pendant le régime permanent et reste constante dans cette valeur-là. On peut exploiter, donc, pendant l'examen national, on exploite ces courbes-là, donc soit en donnant la tangente. Donc la tangente nous aide à déterminer la constante de temps tau et ainsi déterminer le temps de charge évalué à 5 taux, c'est le temps de régime transitoire. Si on n'a pas donc de tangente, on peut même utiliser 0,63 fois E. Donc on trouve donc on calcule cette valeur-là, puis on fait la projection sur la courbe, puis la projection sur l'axe de temps pour déterminer la valeur de la constante de temps. Pourquoi on a utilisé 0,63? Parce que par définition, la constante de temps via la valeur de la constante de temps tau, c'est l'instant où la charge du condensateur est à 63% de la charge finale. Alors, UC de tau égale à 0,63 fois E, c'est-à-dire que la charge est à 63% de la charge finale qui est lorsque UC égale à E. Alors, la tangente de la courbe à l'origine des dates coupe l'asymptote UC égale à E à l'instant T égale à tau. Alors, la durée du régime transitoire est 5 tau. L'expression de l'intensité de courant, c'est Q égale à C dUC sur dt. Alors, en dérivant l'expression trouvée ou bien la solution de l'équation différentielle UC dt par rapport au temps, on trouve que E de T égale à E sur R exponentielle moins T sur tau. Donc, si on trace cette fonction-là, donc on aura une fonction qui est décroissante de la valeur E sur R vers 0. Donc, elle présente deux régimes, un régime transitoire dans lequel le courant diminue progressivement et un régime permanent où le courant, ici donc je dois corriger ça, donc le courant I égale à 0. Donc ici aussi on aura la tangente à l'origine qui nous donne directement donc, la valeur de tau. Donc l'instant où la tangente à l'origine coupe l'axe des abscisses. Ou bien si on n'a pas la tangente, on peut utiliser 0,37. Donc 0,37 c'est le complément de 63%. Donc on multiplie 0,37 qui multiplie la valeur initiale et 0 qui est égale à E sur R, puis on fait la projection sur la courbe, puis la projection sur l'axe de temps. Ici aussi la durée donc, du régime transitoire est 5 taux. Donc la tangente découpe de la courbe à l'origine des dates coupe l'axe du temps à l'instant T égale tau. La durée du régime transitoire est 5 taux. Maintenant, passons à le deuxième cas, c'est le cas où on applique un échelon de tension descendant, c'est-à-dire on va décharger le condensateur à travers un conducteur ohmique de résistance R. Alors le circuit équivalent est le suivant, donc, qui contient seulement donc, lorsqu'on bascule K, donc si on revient au montage de départ, on bascule K vers la position 2 lorsque le condensateur est totalement chargé, alors on va le décharger à travers le conducteur ohmique de résistance R. L'équation différentielle vérifiée par la tension UC, donc toujours on applique l'additivité des tensions, UC plus UR égale à 0. Donc en appliquant la loi d'Ohm, UR égale à R fois I, et
En remplaçant E par C de UC sur dt, on aura cette équation-là, donc RC de UC sur dt plus UC égale à 0. La différence entre cette équation et l'équation précédente, seulement ici on a égal à 0 parce qu'on n'a pas de générateur dans le circuit, et dans l'autre on a ici égal à E parce qu'il y a présence du générateur de force électromotrice E dans le circuit. Expression de la tension UC, donc est la solution de l'équation différentielle. Donc toujours on a une équation différentielle de premier ordre, donc toujours la solution sera exponentielle. Donc elle est de la forme A exponentielle moins alpha t plus B. Avec A et B et alpha sont des constantes à déterminer. Donc on détermine donc alpha et B en remplaçant la solution et sa dérivée de l'équation différentielle. Donc on trouve que B égale à 0 et alpha égale à 1 sur tau. On détermine A par les conditions initiales. Donc ici, initialement, le condensateur est chargé. Donc on écrit UC de 0 égale à E. Non pas comme tout à l'heure, UC de 0 égale à 0 parce qu'on a commencé par un condensateur déchargé. Donc UC de 0 égale à 0, égale à E, pardon, et on écrit d'après la solution UC de 0 c'est A plus B. Donc c'est-à-dire que A égale à E. Donc la solution finale c'est UC de t égale à E exponentielle moins t sur tau. L'expression de l'intensité de courant avec E égale à C du UC sur dt. Donc en remplaçant donc UC par l'expression SC trouvée, donc on trouve que ou bien on peut tirer ici le I de notre façon en utilisant l'additivité des tensions. Donc on aura E de t égale à moins UC serré, c'est-à-dire moins cette expression-là sur la résistance. Alors E de t égale à moins U sur R exponentielle moins t sur tau. Les courbes temporelles pour la tension UCDT, donc on a une courbe qui est décroissante, donc une broche exponentielle décroissante. Donc on peut utiliser donc la tangente pour déterminer tau. Et pour le courant, on a une courbe qui est croissante, mais elle tend vers 0. Mais ça commence d'une valeur négative. Elle commence de moins E sur R. Donc c'est la valeur initiale, moins E sur R, et qui augmente vers 0. Donc la tangente à l'origine nous donne directement la valeur de tau. Bien on utilise moins donc 0,37 fois E0. D'accord? Alors, et pour déterminer, on fait la projection sur la courbe, puis la projection sur l'axe des abscisses. Une remarque, c'est pour le courant, toujours la courbe, donc dans le dipôle RC, toujours la courbe, soit dans la phase de charge ou bien la phase de décharge, toujours la courbe tend vers 0. Mais pour la tension UC, donc pendant la charge UC s'éloigne de 0 vers une valeur supérieure à 0, et pour la décharge revient vers la valeur 0. Troisième partie de ce chapitre, c'est l'énergie stockée dans le condensateur. Donc soit un condensateur donc, utilisé dans la convention récepteur, dans le courant entre d'une armature, alors la tension à 6 bornes c'est dans un sens opposé au courant. La puissance est donnée par le produit de la tension qui multiplie le courant. On remplace le courant par EC de UC sur dt. Alors on obtient mathématiquement que la puissance c'est la dérivée de 1 demi C UC carré sur dt. Donc la dérivée de C du UC donc multiplié par 2 et on divise par 2, donc on aura 1 demi C de UC au carré. Alors, sachant que la puissance est égale à la dérivée de l'énergie par rapport au temps, donc par identification, on trouve que l'énergie électrique stockée dans le condensateur s'écrit sous la forme suivante, c'est 1 demi C UC au carré. On peut aussi utiliser d'autres formes pour l'écriture de l'énergie électrique stockée dans le condensateur. Elles sont les suivantes. Donc, avec E, il est donné en joules. Donc, les autres écritures, c'est 1 demi Q carré sur C ou bien 1 demi Q fois UC, donc en utilisant les relations entre QC et UC, donc on trouve ces trois expressions-là pour l'énergie électrique stockée dans le condensateur. Alors on a abouti à la fin de ce chapitre-là. Donc le deuxième chapitre, donc, ça concerne le dipôle RL. Toujours c'est encore destiné aux filières scientifiques donc, telles que le SVT, PC et Sciences Maths. Donc voici, donc on commence par c'est le cadre référentiel, donc ça concerne le dipôle RC. Alors on commence le résumé du cours de RL. Donc tout d'abord on commence par le rôle de la bobine dans un circuit électrique. Tout d'abord la définition de la bobine. Donc la bobine est constituée d'un enroulement, d'un filament donc couvert d'une matière isolante. Donc on fait un enroulement sur un cylindre isolant.
Donc c'est un dipôle passif, donc on le considère comme un récepteur pour les circuits. Et là, la bobine est caractérisée par une inductance L, donnée en Henry, H, et il est caractérisé aussi d'une faible résistance interne, donc les données en Ohm. On représente une bobine dans un circuit par le symbole suivant. Donc on fait le symbole suivant, puis on écrit ici les caractéristiques L et R. Alors la bobine, c'est une bobine réelle, elle est caractérisée par L, donc on peut écrire l'équivalence comme une bobine idéale qui n'a pas de résistance en série avec un résisteur ou bien un conducteur ohmique de résistance petit r. Alors pour la bobine aussi, comme le condensateur ou bien comme le conducteur ohmique, on utilise la convention récepteur, c'est-à-dire que la tension aux bornes de la bobine est en sens opposé au courant qui circule dans la bobine. Donc on considère un courant I qui circule dans la bobine, alors on schématise la tension UB dans un sens opposé. Telle que la relation entre les deux, ou bien la loi d'Ohm pour la bobine, s'écrit UB égale à RE plus LDE sur DT. Donc c'est une association de taux de tension. Alors les cas particuliers, tout d'abord on commence par le courant continu. Si le courant est continu, alors la dérivée du courant ça sera nulle, donc ça reste seulement RE, donc UB. La bobine de ce cas-là est équivalente à un conducteur ohmique de résistance R. Et la tension à ces bornes, ça s'écrit seulement UB égale à RE parce que DE sur DT c'est égal à 0, parce que E est constant. Le deuxième cas particulier, si la bobine est idéale, c'est-à-dire que si la bobine ne présente pas de résistance interne. Alors dans ce cas-là, la bobine, L R égale à 0, donc c'est équivalent à une bobine idéale. Et la tension à ces bornes, donc UB égale à LDE sur DT. Alors, tout d'abord, on va étudier une étude expérimentale qui va mettre en évidence l'inductance d'une bobine, c'est-à-dire on va calculer l'inductance d'une bobine. Donc, soit le circuit suivant, donc on va utiliser ici un générateur GBF, donc qui va délivrer une tension ou bien un courant triangulaire, donc il a la forme d'un triangulaire. Alors on utilise ici les deux entrées d'un oscilloscope avec la masse ici au milieu. Donc c'est un problème toujours qui se pose lorsqu'on veut utiliser un oscilloscope pour visualiser des tensions. Donc on va faire, la masse elle doit être entre les deux parce que dans l'oscilloscope on a une seule masse. On a par exemple deux voies, les oscilloscopes actuels en 4 voies, mais toujours une seule masse. Donc ici, pour visualiser une tension, la tension en borne U1, il faut utiliser ce point-là. Donc il faut relier ce point-là à l'entrée, mais il faut relier ce point-là à la masse. Mais si je veux utiliser normalement visualiser UR, donc UR dans le sens opposé de E2, je dois relier ce point-là à l'entrée et ce point-là à la masse. À ce moment-là, on aura un problème, que ce point-là est à la fois relié à la masse, et une autre fois, il est relié, en même temps, il est relié à la voie. Donc c'est impossible pour l'oscilloscope. C'est pourquoi on est obligé de visualiser moins UR, c'est-à-dire visualiser U2. Et on a le point de la masse entre les deux. Donc on va relier ce point-là à la voie Y2 et ce point-là qui est relié à la masse, donc à la fois c'est pour U1 et à la fois c'est pour U2. Mais l'oscilloscope il est muni d'un bouton inversion qu'on actionne, donc on fait inverser seulement dans la visualisation on inverse la tension U2. Alors on peut voir U1 et UR en actionnant le bouton inversion de l'oscilloscope. Alors les valeurs des grandeurs, R égale à 20 kg, L c'est 0,25 Henry et R égale à 0, donc on considère que la bobine est une bobine idéale. Les sensibilités utilisées, le balayage horizontal c'est 0,5 millisecondes par division. Pour la voie Y1, la sensibilité verticale c'est 1 volt par division. Et pour la voie Y2, c'est 0,05 volts par division. Le résultat, on a un signal ici qui est triangulaire et un signal qui est carré. Donc, le signal triangulaire, c'est le signal délivré par, identique à celui délivré par le GBF. C'est-à-dire, le GBF délivre un signal triangulaire, un courant triangulaire avec ER, c'est égal à avec R égale à RI, la tension en rouge, c'est la tension de conducteur ohmique. Et l'autre tension, ça sera la tension visualisée en Y1, c'est la tension U1. Donc la tension U1 en rouge et la tension du conducteur ohmique en bleu.
L'exploitation, donc tout d'abord on va chercher l'expression de L. Donc on a la tension U1, donc ici au bord de la bobine, égale à UB égale à LDS sur DT. Ici on n'a pas utilisé donc RE parce que la bobine on la considère qu'elle est idéale. La tension U2 s'écrit moins UR qui est égal à moins RE. Normalement pour R on doit utiliser la convention récepteur, mais ici on a utilisé le sens de la tension U2, même sens que E, donc c'est pourquoi on a rajouté le signe moins. Donc de cela on tire I égale à moins UR sur 2 qu'on va porter dans cette expression là. Alors on aura dI sur dt égale à moins R, moins 1 sur R du2 sur 2t. Alors quand on remplace dans 1, on aura U1 égale à moins L sur R du2 sur dt. Donc si on remplace dI sur dt par cette expression-là, on aura l'expression de L, c'est moins U1R sur la dérivée de U2 par rapport au temps. Donc ici donc on connaît déjà la valeur de L, donc on veut seulement s'assurer est-ce que vraiment la bobine, ici on a dans un signal triangulaire, elle fait la dérivée pour donner le signal carré et déduire en même temps la valeur de L qui est déjà inscrite sur la bobine. Donc on travaille sur le résultat qu'on a obtenu en utilisant ces sensibilités-là. Alors on aura donc, puisque les sinus sont périodiques, donc il suffit de travailler sur la période 0 et t sur 2. Donc cette demi-période-là, pardon, c'est une demi-période. Donc on calcule la dérivée, donc c'est le coefficient directeur de cette branche-là. Donc ça donne 4,3 volts par seconde. On calcule U1 qui est constant sur donc, cette branche-là. Donc c'est U1, donc c'est moins 0,05 volts. Alors on remplace de l'expression précédente, on trouve que L égale à 0,25 et c'est la valeur de L inscrite sur la bobine. On passe maintenant à un effet principal de la bobine lorsqu'il est introduit dans un circuit électrique. Donc, analysons cette expérience-là. Donc, ici, on a un générateur donc, qui va faire circuler un courant dans deux branches en parallèle. Donc, les deux branches contiennent deux lampes identiques. Sont identiques. Dans une branche, avec la lampe, on insère en série donc, un conducteur ohmique. Dans l'autre branche, on insère une bobine et un conducteur ohmique identique au premier. Donc ici, on a les deux conducteurs ohmiques sont identiques, les deux lampes sont identiques. Donc ici, on a la bobine de plus dans cette branche-là. Alors lorsqu'on ferme l'interrupteur, on regarde ce qui se passe au niveau de la brillance des deux lampes. Voilà, donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, la lampe dans la branche de la résistance seulement brille instantanément et le courant ici qui passe atteint sa valeur maximale instantanément. Mais pour cette lampe-là, elle brille progressivement, et le courant qui passe dans cette branche-là n'atteint la valeur de I2 qu'après un certain temps. Donc on refait l'expérience, ou bien l'animation, pardon. Voilà, donc I1 qui augmente progressivement et I2 donc il passe de 0 vers la valeur maximale instantanément. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? Donc la bobine s'oppose transitoirement au passage à la rupture de courant. Alors même si on fait la rupture de courant, donc on va trouver le même résultat. Donc, et ceci c'est à cause de LDI sur DT, donc qui se comporte comme un générateur à l'intérieur de la bobine. Deuxième partie, réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Donc, le montage utilisé pour cette étude expérimentale est le suivant. Donc, on a une bobine réelle de caractéristiques LR, un conducteur ohmique de résistance R et une interface informatique pour enregistrer les variations de la tension R, un générateur de tension LR et un interrupteur. Bon, ici, on a inséré une diode à jonction, donc il laisse passer le courant seulement dans un sens. Donc, selon la disposition ici, donc, il laisse passer le courant seulement s'il passe de ce côté-là. Alors, lorsqu'on ferme l'interrupteur, donc le courant passe dans la bobine et la résistance et ne passe pas de la diode. Donc, ici, la diode, c'est comme un circuit ouvert parce qu'il est polarisé en inverse. Donc, l'utilité de cette diode-là sera utile, lorsqu'on veut ouvrir l'interrupteur K. Donc, lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, donc, il y aura surtension si on n'a pas de diode. À ce moment-là, donc, le courant passe par la diode parce qu'il sera polarisé en direct et on évite la surtension. Donc, le rôle de cette diode, c'est éviter la surtension lors de l'ouverture de l'interrupteur K. Donc,
Lorsqu'on visualise donc la tension UR, puis on divise par R, on aura les formes de l'intensité de courant, donc de les deux phases. Donc la première phase de l'établissement de courant, c'est-à-dire lorsqu'on ferme K, et la deuxième phase dans la rupture de courant, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre l'interrupteur K. Donc chaque phase est constituée de deux régimes, un régime transitoire et un régime permanent. Alors on a dit que chaque phase est constituée de deux régimes, un régime transitoire dans la première phase et celui-là le régime transitoire, donc pendant lequel la valeur de courant varie avec le temps, et un régime permanent pendant lequel donc le courant reste constant. Donc et c'est dans le régime, dans la phase d'établissement de courant, le courant atteint la valeur de E sur R total. Et ici dans le régime permanent E égale à 0. Donc on doit vérifier ces courbes-là théoriquement. Donc on va chercher l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant dans les deux cas, dans le cas de l'établissement de courant et dans le cas de la rupture du courant. Alors on commence par l'établissement de courant, c'est-à-dire on va appliquer un échelon de tension ascendant sur le dipôle RL. Donc voilà, le dipôle RL constitué d'une association, donc soit on peut même utiliser une bobine réelle, donc ça constitue un dipôle RL, mais on peut ajouter un conducteur ohmique. À ce moment-là, on aura R total qui est égal à R plus petit r. On commence par l'additivité des tensions, donc E égale à UB plus UR, avec la loi d'Ohm, ER égale à RE, et la tension UB au bord de la bobine c'est L DI sur DT plus RE. On aboutit à la fin à L sur R total DE sur DT plus E égale à E sur R total, avec R total et C, c'est grand R plus petit r. La solution de cette équation-là, donc ça représente l'expression du courant qui circule dans le circuit. Donc, puisque toujours si on a une équation différentielle de première ordre, donc la solution, ça sera exponentielle. Donc l'intensité de courant a la forme suivante, A exponentielle moins alpha T plus B. On détermine A, B, alpha sont des constantes à déterminer. On détermine A, B, alpha. Tout d'abord, on remplace la solution et sa dérivée dans l'équation différentielle. Tout d'abord, on cherche la dérivée de E, donc qui est égale à moins alpha A exponentielle moins alpha T, avec B constante, donc ça sort dans la dérivée. On remplace l'équation différentielle, donc on aura cette équation-là, en factorisant par A exponentielle moins alpha T. Et la constante B, donc, je la ramène ici, donc c'est E moins sur RT moins B. Alors, cette solution-là doit être vérifiée quel que soit T. Donc, on aura le système suivant, c'est B égale à E sur RT. Donc, on pose ce terme-là égal à 0 et celui-là égal à 0. Donc, ce terme-là égal à 0, donc c'est-à-dire que B égale à E sur LRT. Et celui-là égal à 0, ça donne alpha égale à RT sur L. Détermination de A par les conditions initiales. Donc, d'après la solution, on a I de 0 égale à A plus B. Donc, d'après la solution. D'après l'expérience, I de 0 égale à 0 car la bobine retarde le passage de courant. Ce qu'on avait dans l'expérience précédente, bien l'animation précédente. Donc, c'est-à-dire que A plus B égale à 0, on tire que A égale à moins B qui est égal à moins E sur RT. Alors, la solution est E de T égale à E sur RT, facteur de 1 moins RT sur L. T. Alors on peut inverser SL sur RT, donc ça donne la constante de temps pour ce dipôle. Donc si on va s'assurer de là, donc on cherche l'unité de L sur RT. Alors d'après l'équation UL égale à L DI sur DT, donc on tire L égale à UL sur DI sur DT. On passe aux dimensions, donc la dimension de L c'est la dimension de I, donc lorsqu'on passe des dimensions, ça ne me concerne pas est-ce que c'est UL ou bien UR ou bien n'importe quelle tension, donc ça sera la dimension de la tension. Donc ici on ne tient pas compte de la dérivée, donc ça reste la dimension du courant c'est I, sur la dimension de T, donc elle va monter vers le haut, donc ça sera U sur E fois T. D'après la loi d'Ohm U, R égale à RI, on aura R égale à UR sur E, donc on passe aux dimensions, donc la dimension de R, donc pardon ici ce sera R entre crochets. R entre crochets égale à U sur I. Alors en utilisant ces deux-là, donc ça donne L sur RT, la dimension de L sur T égale à T, c'est-à-dire que L sur RT est une constante de temps et ça représente la constante de temps du pôle RE. On la note taux, donc taux égale à L sur RT. Expression de la tension de la bobine, si la bobine donc était idéale, donc on aura UB de T d'après l'additivité des tensions égale à E moins RI de T, donc on remplace I de T par l'expression, donc ça sera UB égale à E facteur de E fois exponentielle moins R sur L fois T. Alors les courbes temporelles,
et de t égale à e sur rt facteur. Donc si on trace cette fonction-là en fonction de temps, on aura donc une branche qui est là, donc identique à ce qu'on a vu expérimentalement. Donc ici on est abouti au même résultat expérimental. Donc la tangente à l'origine coupe l'asymptote dans un point dont l'abscisse est tau. On peut même déterminer tau si on n'a pas de tangente en utilisant 0,63 fois la valeur maximale qui est E sur RT ou bien la valeur IP ou bien la valeur de I dans le régime permanent. En régime permanent, c'est transitoire, ici c'est le régime permanent, pardon, donc c'est pas transitoire. Donc en régime permanent, on aura E égale à IP sur RT. Alors pour la tension au bord de la bobine, donc on a vu qu'on a trouvé l'expression suivante. Si on trace cette fonction-là, ce sera une fonction décroissante. Donc elle commence de la valeur de E vers 0. Donc deux régimes, régime transitoire et régime permanent ici. Donc c'est pas transitoire, donc c'est copier-coller. Donc un problème de copier-coller. Donc la tangente à l'origine coupe l'axe de temps en un point tau. Et la durée du régime transitoire de les deux cas, c'est 5 tau. Donc le deuxième cas, c'est la rupture de courant, bien l'application de l'échelon de tension descendant. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de générateur de le circuit, donc le courant passe par la diode et la diode devient comme un interrupteur fermé. Donc on n'a pas schématisé la diode lorsqu'elle est passante, donc ça devient comme un interrupteur fermé. Donc on aura seulement donc, la résistance et la bobine. La additivité de tension, c'est comme la précédente, sauf ici on a 0. Toujours les mêmes étapes, on trouve l'équation différentielle suivante. Mais ici on a 0 au lieu de E. Au lieu de E sur RT. La solution est toujours identique à la première, donc parce que toujours on a une équation différentielle de premier ordre, la solution est exponentielle. On détermine les constantes, tout d'abord B alpha en remplaçant la dérivée et la solution de l'équation différentielle, sa dérivée dans l'équation différentielle. La dérivée donne moins alpha exponentielle moins alpha t, donc on remplace de l'équation différentielle et on factorise par a exponentielle moins alpha t, on trouve l'expression suivante. Cette équation doit être vérifiée quel que soit t, donc on tire le système suivant, c'est que b égale à 0 et ce qui est ici entre parenthèses égale à 0, ce qui nous donne alpha égale à RT sur L. On a déjà trouvé que L sur RT c'est tau, donc RT sur L c'est 1 sur tau, donc alpha égale à 1 sur tau. Alors d'après, on détermine A par les conditions initiales, d'après la solution E de 0 égale à A plus B en remplaçant T par 0, et d'après l'expérience E de 0 égale à E sur RT parce que la bobine retarde la rupture du courant. Donc la rupture du courant donc, est retardée, donc elle reste un peu, donc un laps de temps dans sa valeur qui est atteinte pendant le régime permanent de l'établissement de courant. Alors, c'est-à-dire que A plus B égale à E sur RT, ce qui donne A égale à E sur RT. Donc, la solution est E de T égale à E sur RT exponentielle moins T sur tau. On peut remplacer E sur RT par IP, ou bien parfois on trouve les exercices I0, donc c'est-à-dire la valeur du courant en régime permanent. En régime permanent, les régimes précédents. Le régime permanent lors de l'établissement du courant. Alors, l'expression de la tension de la bobine s'il était idéal, donc serait donc d'après l'additivité de tension, on aura cette expression là, donc E exponentielle moins R sur L fois T. Les courbes temporelles, donc pour le courant, si on trace la fonction là, donc on aura une courbe donc, qui tend vers 0 et elle part de E sur RT, donc la valeur de EP donc de la phase, dans le régime permanent de la phase de l'établissement de courant. On peut essayer la tangente à l'origine, donc donne directement la valeur de taux. Bien, on peut utiliser 0,37 qui multiplie la valeur initiale. Puis on fait les projections. Ce que concerne la tension au bord de la bobine, donc si on cherche son expression, on trouve cette expression-là. Donc on schématise, donc ça sera une courbe croissante vers 0, donc qui tend vers 0. Dernière partie de ce chapitre, c'est l'énergie emmagasinée dans une bobine, énergie magnétique. Donc soit la bobine suivante, dans laquelle circule un courant et la tension à ces bornes c'est UB. On calcule la puissance par le produit de la tension à ces bornes et le courant qui circule dans la bobine. Donc en remplaçant l'expression de UB par RE plus LD sur DT, donc le calcul donne donc c'est RI au carré à la fin plus D1 demi LE carré sur DT. Donc la puissance là, on peut la décomposer en deux. Donc c'est une puissance thermique et la puissance magnétique. Or, cette puissance magnétique-là, on peut l'écrire DEM sur DT. Par identification, donc EM est égal à 1 demi LI au carré. Et la fin de
de ce chapitre-là. Donc ici à la fin, on aura donc quelques points de cadre référentiel de l'examen national pour ce qui concerne donc ici le PC, seulement le PC, donc ce qui concerne le dépôle RL. Et merci de votre attention. Donc dans cette partie-là, donc on a présenté les deux chapitres, les deux premiers chapitres de la partie de l'électricité. Donc dans la séance prochaine, donc on va présenter deux autres chapitres pour les PC et les SV. Pour les PC, c'est le circuit RLC et la transmission d'informations et modulation. Pour les SVT, il reste un chapitre, c'est le circuit, les oscillations dans un circuit électrique. Mais pour les sciences maths, il y aura un autre chapitre, c'est les oscillations forcées dans un circuit RLC. Et merci de votre attention.